Prochain combat le 4 mars au Zénith. C'est votre plus grosse soirée depuis que vous faites du MMA en termes d'environnement, d'organisation. Vous avez hâte? Racontez-nous un petit peu. Prochaine soirée, prochaine rencontre le 4 mars, en effet. Est-ce que c'est ma plus grosse soirée tout court? Non. Parce que bon, il est vrai que j'ai combattu dans des salles plus ou moins notoires, comme le Madison Square Garden, qui est la plus grande salle où je me suis produit. Mais en tant que combattant de MMA, en effet, c'est le Zénith de Paris, à la Villette, qui est la plus grande salle, la plus grosse rencontre où je vais participer. Et je suis assez excité parce que c'est à la maison. Parce que c'est à la maison, les amis, la famille, etc. Les fans, les détracteurs aussi. Et je suis impatient parce que c'est jamais un plaisir de préparer un combat. Donc votre prochain adversaire, c'est un Polonais, Paweł Klimas, qui a 4-1 en bilan MMA. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Est-ce que vous le connaissez un petit peu? Alors, il faut savoir que ma particularité, c'est que bon, je révise jamais à l'approche d'un combat. C'est-à-dire que ça me fatigue énormément de regarder un combat de mon futur adversaire. Ça me stresse énormément de me renseigner sur lui. Parce que je me dis, bon, dans tous les cas, ça va être la même sentence. Donc, à la rigueur, en tant que professionnel, je me dois de quand même de visionner quelques images pour voir à peu près le style. Il me suffit d'1 minute de visionnage pour voir à peu près le style de l'adversaire, s'il est agressif, s'il est plutôt peureux, s'il est plutôt puissant, si c'est un lutteur ou un striker. Voilà, il faut juste 1 minute, après je coupe et je laisse mon équipe faire ce travail-là, notamment à Abdullah. Maintenant, Klimas, de ce que j'ai vu, donc j'ai vu une photo et 1 minute de vidéo. Donc de la photo que j'ai vue qui était à la pesée, j'ai vu qu'il était très massif, du haut, la partie supérieure de son corps, très massive. Et ensuite, de ce que j'ai visionné d'un combat, j'ai vu qu'il était très agressif. En même temps, c'est un Polonais. Et il vient pas pour enfiler des perles. Du coup, juste avec ces quelques informations-là, je me suis fait un petit pronostic. Je me suis dit, bon, déjà, il va prendre un KO. Pourquoi? Parce qu'il est agressif, il est généreux. Donc là, il y a ouverture pour moi et ça va être dodo. Dommage, parce que je pense que ça sera au premier round. Je n'ai pas envie. Mais vu comme il est agressif, je pense que voilà, il va en prendre une au premier round. Et il est très massif, donc ça m'inquiète un peu au niveau de la lutte. Voilà. Est-ce que je vais avoir assez de force pour défendre sa lutte? Est-ce que est-ce qu'il va être, comment dire, est-ce que je vais avoir assez de force pour le mettre KO? Parce que peut-être qu'il encaisse aussi. Donc voilà, c'est juste ça qui m'inquiète, c'est son côté très massif. Et je me dis, il doit sûrement faire des gros cuttings aussi. Donc est-ce que dans la cage, il n'aura pas 10 kilos de plus que moi? Donc c'est juste ça qui m'inquiète. Bah, est-ce que potentiellement, c'est pas votre plus gros test en MMA jusqu'ici? Ah ben là, 4 combats, oui. C'est mon plus gros test. Mais bon, tout est relatif. Hein. C'est comme si je disais que j'étais invaincu en MMA. Oui, c'est le cas, mais bon, il y a 4 combats. Donc oui, c'est mon plus gros test en MMA, mais c'est pas non plus le combat, je veux dire, ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense que voilà, je vais gagner. Maintenant, en MMA, la magie de ce sport, c'est qu'il y a des surprises. Les jeux ne sont pas faits avant que le combat ne se termine. On n'a pas encore eu l'occasion de vous voir passer beaucoup de temps dans l'octogone depuis le début de votre carrière en MMA. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer quand même de tester un peu plus? Je ne dis pas qu'il faut faire durer le plaisir, mais est-ce que ça ne serait pas aussi l'occasion de tester des choses? Vous savez quoi? C'est étonnant parce que hier soir dans mon lit, j'y pensais. Parce qu'en ce moment, je pense beaucoup dans mon lit parce que j'ai très faim et la diète est très difficile. Donc j'ai beaucoup de temps pour penser. Et je me disais, tiens, Cédric, si tu faisais durer un peu, pour une fois dans ta vie, tu faisais vraiment durer. C'est-à-dire que tu vois l'ouverture, tu vois la possibilité de le mettre KO, mais tu te dis non, pour le public, je vais faire durer et je le mettrai KO au deuxième. Et là, il y a une autre voix, parce qu'il y a plusieurs voix dans ma tête, qui se dit, oui mais gros, si tu te loupes, comment tu fais? Là, tu vas t'en vouloir à vie. Et là, je me dis, ouais, c'est vrai. Et il y a puis une troisième voix qui se dit, ouais mais frère, t'es un champion, tu vas pas te louper, c'est toi qui gères tous les aspects de ton combat, donc tu peux le faire. Et au final, je me suis endormi. Donc, j'aimerais bien, c'est vrai, il est vrai, que j'aimerais bien faire durer le combat. De un, pour offrir plus de spectacles au public et pour leur en donner, comment on dit déjà? Ouais, pour leur en donner de leur argent. Et deuxièmement, pour passer plus de temps dans l'octogone. Parce qu'il est vrai que voilà, le point négatif d'un combattant qui met beaucoup de KO, c'est qu'il passe
pas beaucoup de temps dans l'octogone. Et le jour où il sera vraiment testé, ça va lui faire tout drôle. Parce que c'est pas la même chose de faire la guerre à l'entraînement que de la faire en conditions réelles devant le public. Donc oui, j'aimerais bien passer plus de temps dans l'octogone et je pense que je vais le provoquer là. Je vais essayer de passer plus de temps dans l'octogone cette fois-ci. En fait, ça me rappelle un boxeur qu'on aime bien suivre ici, c'est Christian Mbili, dont les entraîneurs font le même reproche. Christian, c'est un peu comme vous, il terminait trop vite ses adversaires, en tout cas au début, et il lui disait non, mais travaille un peu parce que tu vas pas progresser. Il faut. Non, il y a un gros risque, hein, surtout que nous, en tant qu'athlètes, on a ce petit stress. C'est-à-dire que quand on voit le sang, entre guillemets, quand on voit l'adversaire qui est touché, qui est ébranlé, bon là, on se dit pas, tiens, fais durer. On se dit, bon, alors, il faut terminer avec le stress, l'engouement. Mais je pense que c'est faisable et c'est aussi ça qui fait les qualités d'un grand champion, c'est qu'il peut décider de l'issue du combat. Et ça force le respect, mais je pense que ouais, je suis capable de le faire. Alors nous, on a l'impression, jusqu'à maintenant, que votre plus gros combat, ça a été celui face à la pesée. Ah, oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous arrivez à progresser? On sait que votre dernière échéance, il y a eu un échec à ce niveau-là. C'est réglé? Alors je suis tombé sur un os lors de ma dernière échéance. C'est vrai, pour la première fois de ma carrière, j'ai loupé le poids. Bon, en vrai, c'était pas vraiment la première fois de ma carrière. C'est-à-dire que pour la première fois de ma carrière, j'ai loupé officiellement le poids. Mais à de nombreuses reprises, je suis arrivé, je me suis pesé, j'étais pas au poids, j'ai dû retourner, perdre le poids, etc. Et au final, j'ai réussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis que j'ai commencé le sport de combat, j'ai toujours été un peu en mode bricoleur. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu tout seul. C'est-à-dire que j'avais pas de manager, j'avais pas vraiment d'entraîneur, je voyageais un peu pour prendre le savoir de tel ou tel coach. J'avais pas de personne pour me tenir les palettes, pour m'entraîner. J'ai jamais eu de team, de vrai team en fait. Et ça a toujours été mon rêve en tant qu'athlète, d'avoir une vraie team avec des partenaires qui sont compétiteurs comme moi, avec qui on une famille entre guillemets. Puis petit à petit, j'ai essayé de me professionnaliser avec un manager qui me suit et qui me facilite beaucoup la tâche, qui est un peu relou, mais me facilite beaucoup la tâche. Et avec pas un entraîneur, toujours pas d'entraîneur, mais un frère, on va dire, qui est maintenant connu, c'est Abdullah. Et qui me facilite aussi beaucoup la tâche parce qu'il est très connaisseur en termes en pugilistiquement parlant. Maintenant, tout ce qui est nutrition, pareil, je me suis professionnalisé aussi, mais il y a toujours cette connaissance qu'on doit avoir nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, j'apprends. Et là, par exemple, j'entre dans un nouveau sport et la perte de poids dans ce nouveau sport-là, elle m'était totalement inconnue. Et là, j'en ai payé les frais. Donc j'ai appris, et là, je continue encore à apprendre. Parce que même pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec Salaheddine Parnasse, qui lui était un pur produit du MMA, et qui m'a encore appris des choses sur le cutting du MMA. Donc en fait, finalement, je ne fais que apprendre, et je pense que j'en ai pas fini d'en voir. Et puis c'est vrai que le poids, c'est vraiment un sujet pour moi. Moi qui aime manger, moi qui n'aime pas m'entraîner, c'est vrai, il faut dire la vérité, et qui n'aime pas souffrir. Le poids, c'est un gros sujet, donc j'apprends. Mais cette fois, je le gère bien. Je ne suis pas en avance, mais je suis vraiment bien au niveau timing, en tout cas mieux que la dernière fois. Votre combat va faire partie chez nous d'une grande soirée, une grande nuit MMA qu'on va proposer à nos abonnés. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne vous ont jamais vu, pour les motiver, pour vous regarder et enchaîner derrière? Qu'est-ce que vous leur promettez le 4 mars? Enfin, écoute, toi qui me regardes et qui ne me connais pas, déjà, c'est un gros problème, ça, c'est très bizarre d'ailleurs. Si tu ne me connais pas, tu vas me connaître à partir de maintenant. Je te conseille de démarrer ta connaissance par Internet, tu cherches un peu des petites choses. Puis, je te recommande de regarder le combat le samedi 4 mars. Pourquoi? Parce que tu vas découvrir un Céric Doumbé que tu ne connaissais pas. Un Céric Doumbé qui est drôle. Là, bon, tu le vois que Céric Doumbé est très beau aussi. Un Céric Doumbé, comme tu l'as compris, qui est très modeste. Mais surtout un Céric Doumbé qui est très divertissant. Et c'est de ça dont tu as besoin. Dans la cage, je suis le combattant le plus divertissant. En termes de talent, en termes d'humour, en termes de combat, tout simplement. Donc c'est vraiment ça qui te manque dans ta vie, c'est Céric Doumbé. Voilà, pour t'évader, tu as besoin de voir Céric Doumbé. Ne rate pas ce combat parce ça sera sensationnel. Ne rate pas cette pesée, ça sera épique. Il y aura un KO à la clé. Et tout ça pour te divertir. Il y a 8 mois maintenant, on vous a suivi en Irlande. Vous prépariez l'UFC Paris. Le combat finalement a été annulé. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'UFC et vous, c'en est où? Ah, c'est compliqué.
Il y a eu une signature, bon, c'est vrai, vous savez, moi quand je parle, déjà je ne mens pas, hein. Je suis musulman donc je ne mens pas. J'ai signé avec l'UFC, il y a eu une signature, il y a eu un contrat de signé, etc., avec des modalités, etc. J'étais prévu pour l'UFC Paris, comme j'ai déjà expliqué sur ma vidéo explicative sur YouTube. Et puis voilà, il y a eu cette loi française qui a fait que voilà, le combat n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, il y a d'autres propositions qui sont sur la table. Et étant donné que je n'ai pas fait encore mon premier combat à l'UFC, c'est-à-dire que le contrat il n'est pas fermé. Donc je ne suis pas obligé d'aller à l'UFC. Voilà. J'ai d'autres propositions. Aujourd'hui, les gens savent qu'il y a le Bellator, mais aussi une autre organisation. Et là, c'est très compliqué. Parce qu'il y a une organisation qui propose largement plus d'argent que les autres. Il y a une autre organisation qui est très notoire, où tout le monde veut aller. Et c'est compliqué. Là, c'est le choix du remplissage de frigo, rapidement, ou c'est le choix de la notoriété, puis le remplissage de frigo à long terme. Donc, c'est un dilemme auquel je fais face et qui est très très dur, parce que bon, là, je le prends à la rigolade, mais c'est vrai que c'est un choix de carrière. Et là, je dois prendre cette décision incessamment sous peu. C'est très compliqué. Là, je suis vraiment dans une passe voilà, très décisive pour le restant de ma carrière. Et les enjeux sont lourds, hein, non seulement pour moi, mais aussi pour le public, parce qu'il y a des gens qui me suivent et qui ont des attentes en ce qui concerne ma carrière. Et les choix que je vais faire ne vont pas forcément leur plaire, donc c'est très compliqué. Donc j'ai pas de réponse claire. L'événement majeur de l'UFC pour nous, Français, là c'est le 4 mars, avec Cyril face à John Jones. John Jones face à qui? Cyril Gane. Ah, ouais. Malgré tout, est-ce que vous avez un avis sur ce combat? Vous avez un favori? Ah, j'ai un favori, oui. Bah oui, je ne suis pas une langue de bois. Un favori, John Jones, qui est mon favori. Pourquoi? Parce que je veux pour lui qu'il écrive l'histoire. Dans le sens où, on va pas se mentir, John Jones, il est plus vers la fin que Cyril Gane. John Jones, il a accompli des exploits. C'est une légende du MMA aujourd'hui. Et le fait de changer de catégorie et de prendre la ceinture, la couronne dans cette catégorie reine, pour lui, ce serait magnifique sur son CV. Et là, on arrêterait, même si déjà, il n'y a même pas de sujet, on arrêterait de dire oui, tel est GOAT, tel est GOAT, tel est GOAT. Non, c'est John Jones, le GOAT. Donc ça, c'est ce que j'aimerais pour lui, parce que ce serait vraiment beau. Et ensuite, il a le temps, Cyril. Je suis persuadé que Cyril sera champion de l'UFC à un moment donné, quand il n'y aura plus John Jones, etc. Mais voilà, ça, c'est mon favori. Maintenant, mon pronostic sur le papier, c'est John Jones. Et j'étais très surpris des pseudo-pronostics qui voyaient Cyril Gane vainqueur parce que, soi-disant, John Jones est sur la fin, etc. Il a eu 3 ans d'absence. Non, il faut garder les pieds sur terre. Sur le papier, John Jones a toutes les aptitudes, toutes les qualités physiques et mentales pour gagner ce combat. Et Cyril ne peut pas battre un adversaire comme John Jones. Maintenant, c'est du MMA. Tout est possible, donc je peux me tromper. Dans votre catégorie à l'UFC, il y a des énormes combats qui arrivent aussi. Il y a Ousmane Edwards 3, il y a Chimaev Burns aussi bientôt. Vous les tapez tous là à l'heure actuelle? Donc les noms qui ont été cités, Ousmane, Burns, Edwards et Chimaev. Bon alors, je peux affirmer que je tape Ousmane. Je peux affirmer, en tout cas demain, que je tape Ousmane. Je peux affirmer que je tape Burns. Je peux affirmer que je tape... Bah ouais, que je les tape tous en fait, ouais. Je peux affirmer que je les tape tous. Maintenant, à dire, voilà, demain on fait un combat, premier UFC, je prends Chimaev. Non, ce serait pas intelligent de ma part. Et ce serait forcer le trash talk. Il faut être un peu réaliste dans le trash talk aussi. Il me faut beaucoup de préparation. Si demain je devais affronter un de ces noms-là, il me faudrait minimum 6 mois de préparation. Parce que ce sont des combats très dangereux. Ce sont des adversaires très forts. Ce ne sont pas des petits enfants. Donc il me faudrait une grosse préparation. Et au terme de cette préparation, je peux affirmer que bien sûr, vu les qualités, au vu de mes qualités en tant que combattant, pour moi, ils ne peuvent pas me poser de problème. Et là, on va dire oui, la lutte, etc. Parce que personne ne m'a encore vu, en fait, tester en MMA. C'est pour ça qu'ils spéculent. Et forcément, ils prennent forcément le côté négatif en disant voilà, c'est un striker, il n'y arrivera pas. Sauf que oui, ça c'est n'importe quel combattant. Et là, on parle de Cédric Doumbé. Donc c'est pas la même chose. Il y a un feuilleton début d'année entre vous et Baki. Baki? Je connais pas. Je connais le dessin animé. Voilà, j'ai vu passer ça sur Netflix. Mais ah oui, ce jeune là, le petit là, qui se fait passer pour Bey Sangour, voilà, c'est ça.
Oui, il y a eu un petit feuilleton. Bah, après, j'en veux pas, c'est normal, hein. J'étais à sa place il y a quelques années quand je provoquais Karim Gadi, quand je provoquais Yohan Lidon. J'étais inconnu au bataillon et je voulais faire ma place. Bon, la seule différence, c'est que moi, j'étais capable de les battre et je les ai battus. Bon, c'était pas de la spéculation. Enfin, j'étais sûr de moi parce que je savais que j'allais les battre et je les ai battus. Et alors que lui, bon, lui, c'est de la spéculation. Il pense qu'il peut me battre, mais il sait pas dans quel bourbier il est en train de se mettre. Si demain on se retrouvait dans la cage, ça serait très compliqué pour lui. Et je pense qu'il me demanderait pardon. Notamment, j'ai eu l'occasion de, je peux pas te donner trop d'infos, de tourner avec des mecs qui ont tourné avec lui. Et en effet, ces gens-là m'ont confirmé, ils m'ont dit ah ouais non, ça n'a rien à voir. Mais ça, je le savais déjà en fait. C'est juste que bon, c'est drôle, voilà, on voit une petite vidéo qui passe. Et puis, à mon avis, il y a quelqu'un qui a dû dire oui, voilà, qui a dû donner des conseils. Il y a quelqu'un qui a dû le conseiller, bah, très mal, qui a dû dire voilà, chauffe un peu, tu vois, on va faire du good job, chauffe Cédric Doumbé, etc. C'est pour ça qu'il l'a fait. Parce que tous ceux qui le connaissent m'ont dit oui, d'habitude, il n'est pas comme ça. Donc je pense qu'on voilà, on a dû donner des good job conseils. Et voilà. C'est un combat qui peut avoir lieu honnêtement un jour ou pas du tout? Honnêtement, Pêche Sango, Cédric Doumbé, non, mais non, mais non. Là, je suis vraiment dans une phase vraiment très, comment on appelle ça, critique, décisive de ma carrière. Donc incessamment sous peu, je vais choisir une organisation. Il ne sera pas là. Ouais, il sera derrière moi. Il y a une histoire de t-shirt aussi derrière tout ça. C'est Oh oui, good job. Alors, vous doutiez un moment que ça prendrait une telle ampleur? Quand il y a un buzz, on se doute jamais que cette chose-là va buzzer. C'est-à-dire que c'est quand c'est naturel justement que ça crée un buzz. Non mais allô, voilà, ça c'était naturel, spontané, ça crée le buzz. Oui, oh oui, good job, oui, angle mort. Ça c'était spontané, c'était naturel. Et je pense qu'il n'y a personne qui le fait aussi bien que moi. Même le principal concerné, il le fait pas aussi bien que moi. Et non, je me doutais pas, c'était naturel. Voilà. Après, les gens peuvent penser qu'il y a peut-être une animosité ou de la jalousie derrière ça. Non, c'est vraiment, moi je suis un taquin. Si les gens me connaissent, ils savent que Cédric Doumbé, c'est un taquin. Cédric Doumbé n'a pas la langue dans sa poche, il dit ce qu'il pense. Tant qu'il respecte tout le monde, il n'y a aucun mal à dire ce qu'on pense. Tant qu'on respecte, on ne blesse personne. Bon, là, en l'occurrence, je pense pas que je l'ai blessé. Lui-même, je pense qu'il est un peu comme moi, il est un peu taquin, il n'a pas la langue dans sa poche. Donc on est pareil, donc il n'y a pas de mal à faire ça. Et en plus, c'est une vérité, c'est pas un mensonge. Parce que si les gens rient, c'est parce qu'ils ont vu que c'était vrai. Maintenant, il n'y a plus qu'à se faire un peu d'argent, on a déposé la marque, et puis voilà. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, le t-shirt Good Job Cédric Doumbé est disponible sur le site internet de Zélis, et puis voilà, faites-vous plaisir. Et plus généralement, on vous a vu dans des médias plus grand public dernièrement, plus mainstream. Vous avez l'impression qu'en termes de notoriété, c'est en train de bouger, il y a un step qui a été passé J'étais agréablement surpris, parce que c'est vrai que récemment, je suis contacté, approché par des grosses télés, RMC Sport, Canal+, et des grosses émissions. Et ça fait plaisir parce que Cédric Doumbé n'a même pas encore mis un pied à l'UFC que déjà il est approché par ces médias-là. Et ça prouve la force de frappe, ça prouve que les gens aiment le personnage, aiment la personne aussi. Parce que bon, derrière ce personnage, il y a quand même quelqu'un. Et pour les plus avertis, les plus vifs, ils arrivent quand même à discerner qui est Cédric Doumbé. Et vous en profitez pour passer des messages, il y a des vraies causes par exemple, je sais, pour lesquelles vous investissez. Il y a deux causes. Il y a la première qui est bien sûr la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, c'est un message que j'essaye de transmettre. Et bien sûr, il y a la religion aussi. Derrière ça, ma religion, c'est dans laquelle je crois et j'essaye de transmettre un bon message et j'essaye de véhiculer des bonnes valeurs. Donc je suis assez content que ces médias-là s'intéressent et j'espère que ça va durer et j'espère faire encore d'autres apparitions et garder toujours la même ligne de conduite. Et je vais essayer de ne pas me perdre, c'est très difficile. Votre goût pour la comédie, le spectacle, etc., c'est quelque chose que vous envisagerez après Avant, je suis toujours très passionné par la comédie, ça se voit. De toute façon, quand j'apparais à chaque fois, j'aime bien jouer la comédie et je fais vraiment du good job. Et mais je me suis rendu compte récemment que c'était très chronovore, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'énergie. Et en tant que sportif de haut niveau, qui débute en plus dans une discipline, je ne peux pas me permettre de me départager. Alors, dans le futur, pourquoi pas, mais je serai plus attiré par l'acting que les planches, l'humour. Plus par l'acting. Ça, c'est vraiment un truc, ça m'a toujours passionné, avant même l'humour. Et je suis très à l'aise derrière une caméra. Et ça, c'est un truc que j'envisage même en parallèle. Merci beaucoup, Cédric.